regardez, le ministre de la Défense, Shoigu, dans un protocole millimétré, comme souvent, décore des soldats russes, mais pas n'importe lesquels. Il met en exergue, en valeur, des soldats qui ont détruit du matériel occidental. Et vous allez le voir sur les réseaux sociaux des Russes, il y a des cartes qui montrent avec beaucoup de complaisance, qui valorisent à mort, effectivement, ces matériels occidentaux qui, effectivement, sont perdus par les Ukrainiens. Car il y a des pertes ukrainiennes et il y a des matériels occidentaux qui sont déjà à la casse. Cette offensive n'est pas du chiquet. C'est une offensive qui tue des soldats de part et d'autre et qui détruit du matériel. D'abord, cette précipitation, il y a une forme d'empressement des Russes, Bernard Guetta, à décorer des soldats. À peine ont-ils fait quelque chose de positif. Et on montre aux Russes quoi? Il s'agit de montrer ce que prétend le Kremlin, à savoir que la Russie serait sous attaque des forces occidentales et très précisément de l'Alliance Atlantique, c'est-à-dire de l'OTAN. Il s'agit aussi de montrer naturellement que l'armée russe est héroïque, à la hauteur de la tâche, qu'elle résiste, mais fondamentalement, voilà, ils nous ont défendus contre les attaquants occidentaux. C'est ça le message. Oui, d'abord c'est ça le message, et puis sans doute il y a le souci de dire qu'ils sont efficaces sur le terrain. Bien sûr, les deux, bien sûr. Et qui sont plus forts. Et puis il ne faut pas avoir peur du matériel occidental aussi, parce qu'à un moment donné, je crois qu'il y a eu une crainte à Moscou qui était assez sensible sur les livraisons, sur la performance de cet armement, etc. Parce qu'à chaque fois, vous vous souvenez, à chaque fois qu'il y avait des patriotes, on pouvait y répondre parce qu'on avait les moyens, etc. C'était le discours officiel. Donc là, il prouve que ce matériel occidental n'est pas si bon que ça, si je puis dire, puisqu'ils sont capables de le détruire, et donc l'avantage technologique n'est pas aussi important. Et je pense que c'est aussi un message vis-à-vis de l'armée et vis-à-vis de tout ça, quoi. Alors il y a des Bradley, il y a les fameux chars Léopard 2 allemands. Ça c'est important parce qu'il y a eu tout un feuilleton autour de Léopard. Et là les Russes montrent encore une fois avec beaucoup de complaisance que ces Léopards, finalement, ils avaient raison. Ils peuvent les détruire. C'est normal qu'ils soient détruits, ou ça montre quand même une faiblesse ukrainienne. Comme le disent les Russes. On manque d'informations sur ce qui s'est passé exactement, mais apparemment ils sont tombés dans un champ de mines en fait. Mais oui, et peut-être de nuit d'ailleurs. Donc, et c'est ça qui explique le blocage de ces chars, qui normalement ne devraient pas être tous ensemble en fait. Nos amis spécialistes de la cavalerie nous disent qu'il faut toujours écarter ces chars, pour pas justement qu'ils tombent en même temps sous le feu de l'adversaire. Donc on manque un peu d'informations tactiques, et c'est normal d'ailleurs. Et là, ce sont des drones qui les ont détruits, à votre avis? Non, ce seront des mines. Ils sont tombés dans un champ de mines. Ah pardon, vous le disiez en plus. Voilà. Pardon. Et en apparence. Hein. Et après, ils ont subi également des tirs d'artillerie en complément, ou de missiles anti-chars. Donc effectivement, ça montre que les Russes les attendent, les Russes sont entraînés, ça fait des mois, une douzaine de mois qu'ils sont là, donc effectivement ils sont prêts. Et ça veut dire qu'il y aura des difficultés. On le savait que ces combats seraient destructeurs de part et d'autre. Hein. Mais est-ce que on peut se poser la question, est-ce que ces images sont vraies? Et ça parce que les Russes ont communiqué il y a quelques jours pour dire qu'ils avaient déjà détruit un char Léopard, et en réalité, ça a été vérifié, c'était un tracteur. Ils avaient fait passer pour un char Léopard. Donc là, effectivement, ils affirment qu'il y a une forme de vulnérabilité de ces matériels, mais enfin, c'est des champs de mines. Est-ce qu'on peut quand même émettre un tout petit doute? Il y a certaines images, on peut mettre un doute. Celle-là, je ne suis pas sûr qu'il faut mettre un doute, parce que si vous regardez bien, vous avez aussi l'image du côté ukrainien qui montre une partie de cet engagement de chars. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, la communication est extrêmement importante. C'est une guerre parallèle de communication qui va avoir un impact sur le moral des troupes amies, et sur le moral des troupes ennemies, et sur le côté politique, et sur le côté du soutien. Donc là, c'est une grande leçon de cette guerre, c'est que la communication pour laquelle les Ukrainiens ont fait une démonstration incroyable, et d'ailleurs Macha est une digne représentante de ces champions de la communication. Mais oui, et les Russes apprennent
D'ailleurs, vous avez vu même le président Poutine, lorsqu'il a fait sa déclaration en disant oui, la contre-offensive a débuté, c'est un exercice de communication. C'était bien qu'il en parle en fait de son côté, et que Shogu, on le voit de plus en plus, à la fois en décorant des soldats qui ont fait une action éventuellement d'éclat, et également d'aller sur le terrain en tenue de combat, aller voir les usines d'armement. Donc cette communication est très importante. Mais quand même, évidemment, les Ukrainiens ne confirment pas tout. Non. Ils ne confirment pas tout, mais ils ont admis que 6 Bradley avaient été détruits. Donc il y a au moins une part de vérité, sinon toute la vérité dans ce que disent les Russes, Macha. Tout à fait, et je pense, après, ces images sont apparues via la communication russe, donc effectivement on peut se méfier. Après aussi c'est la guerre de communication, ce qui n'empêche pas qu'il y aura les pertes, absolument, et les pertes humaines, et les pertes de chaque matériel qu'on a reçu, parce que c'est inévitable. Ça veut dire au contraire qu'ils sont utilisés en combat, qu'on ne les cache pas, et qu'au contraire le combat poursuit. Après, je voudrais juste dire un mot par rapport de la scène de cérémonie de Shoigu, qui inauguration sur ce soldat-là. Selon, je vous ai entendu, monsieur le général, quand vous avez dit que ce tank-là, ils sont fait exposer sur les mines, qui peut-être auraient été posées depuis, je ne sais pas quand est-ce que ça a été posé. Donc pour moi, ce n'est que la scène de cérémonie qui est fake, absolument fake. Comment on peut savoir qui a posé cette mine-là ? Vous avez raison, Macha. On a commencé par dire ils ont détruit des armes occidentales. Vous nous dites, général, ce sont des mines. Quelle est la touche du soldat ? D'avoir posé la mine ? C'est le poseur de mine ? Mais ça n'a pas d'importance. Là, comme le dit très justement Macha, mais c'est la symbolique. C'est la symbolique. Alors après, symbolique complètement. Est-ce que c'est le responsable local ? Est-ce que c'est les chars ont été bel et bien détruits. Oui. Voilà, mais on récompense un homme qui est censé avoir été quand même pour quelque chose dans la destruction. En fait, non. On organise une cérémonie pour... Ça prouve une chose, excusez-moi, qui est intéressant, c'est que les Russes aussi ont appris de ce côté-là. Parce qu'effectivement, pendant 15 mois de guerre, les Ukrainiens ont été les maîtres de la communication. Là, les Russes commencent à aussi faire de la communication. Alors, on les croit moins, on est plus sceptiques, mais je suis désolé, il ne faut pas non plus négliger ça, parce que c'est intéressant pour l'intérieur du pays, et c'est intéressant pour l'extérieur du pays, et pour les soutiens éventuels de la Russie dans le monde. Parce qu'il y a quand même des pays qui soutiennent la Russie, ne l'oublions pas. Non, vous avez raison, il ne faut jamais l'oublier, jamais s'aveugler. Bonne remarque en tout cas de Macha. Mais Macha, les Russes, évidemment, exploitent tout ce qu'ils peuvent exploiter. Et par exemple, cette attaque de drone naval en mer Noire, effectivement, ils ont annoncé avec fierté avoir détruit 6 drones navals ukrainiens qui ont tenté une nouvelle opération. On va peut-être voir les images. Contre un navire de guerre, Moscou a affirmé hier avoir repoussé une attaque ukrainienne de drones navals qui visait l'un de ces navires qui patrouillait en mer Noire, près de 2 gazoducs acheminant les hydrocarbures russes vers la Turquie. Il s'appelle le Priazovier, ce navire. Et c'est vrai que les Russes se vantent, mais ce que ça prouve quand même, c'est la dimension harcèlement des Ukrainiens. Ils sont en plusieurs points du front. Les partisans, on le sait maintenant, c'est une information de la matinée, ont mené une action à Mélitopol. Là, il y a ce harcèlement aussi en mer Noire. Bon, de quoi affoler les Russes ? Ils sont partout. La guerre est totale, excusez-moi, je veux dire. La guerre est totale d'une façon générale, donc là où on peut taper, on tape. Je veux dire, il faut pas Belgorod aussi, la semaine dernière. Belgorod aussi, ça continue. Bien sûr, oui. Oui, mais ça prouve aussi, Thierry, que les Ukrainiens ont cette capacité. Bien sûr, oui. Et ça, c'est très très important et très frappant. Et le courage aussi d'aller où ils veulent, et il n'y a pas de limite que le ciel. Moi, ce qui m'a le plus interpellé dans ce communiqué du porte-parole de l'armée russe, c'est l'endroit où il a dit que ça s'était passé. Ça s'est passé pour lui à 300 km dans le sud-est de Sébastopol. Ça veut dire que vous avez la mer Noire, c'est par rapport à Sébastopol, vous avez une partie occidentale et une partie orientale. Là, ça se passe dans la partie orientale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les navires russes ne sont en sécurité nulle part en mer Noire. Et ça, c'est un point très important, malgré le fait que la marine ukrainienne est un peu décimée, il n'y a pas beaucoup de bateaux. En revanche, c'est qu'ils ont bricolé, en fait, ils ont organisé ces sortes de hors-bord bourrés
explosifs avec des systèmes de kamikazes, on appelle des drones, et qui peuvent aller attaquer des navires russes n'importe où en mer Noire. Et ça, c'est un élément important. C'est pour ça qu'ils l'annoncent, mais en même temps, ça montre aussi que les Ukrainiens ont cette capacité. Mais parce que, d'une certaine façon, est-ce qu'on peut dire, peu importe, ils ont beaucoup de drones navals, donc ils en perdent 6. L'important, c'est toujours cette insécurisation bien sûr, la Russie. Bien sûr, comme disaient Bernard et Thierry, c'est que la guerre, elle est totale, elle est partout, à tous les endroits. Et ce fait de harcèlement comme ça, à gauche ou à droite, et ça, c'est un bateau d'ailleurs d'écoute électromagnétique. Hein. Le bateau russe, c'est un bateau qui fait de l'écoute. Du renseignement. Du renseignement, oui. C'est-à-dire qu'absolument, tous les signaux radars et les communications. Souvenons-nous l'autre jour, après cette triste attaque sur le barrage de Kakhovka, on a intercepté un enregistrement russe entre deux militaires qui disaient oui, on voulait effectivement faire un coup, mais c'était plus fort que prévu. Donc c'était la signature en fait que les Russes avaient bien détruit, fait exploser ce barrage. Mais vous voyez, on écoutait un dialogue. Vous avez vu l'importance de l'écoute, de l'enregistrement des communications. C'est très très important. Alors, des attaques tous azimuts. Voilà ce que dit le directeur adjoint du centre d'études sur l'armée, Mikhailo Samus. À ce stade, on ne sait toujours pas où l'Ukraine portera son coup principal. On revient à vos préliminaires. Les attaques visent désormais principalement à forcer la Russie à révéler ses positions et ses stratégies. Le plus grand combat est encore devant nous, et où exactement ce sera, nous ne le savons toujours pas. Le plus dur reste à faire. De très loin. Le plus dur reste à faire. Bien sûr. Ouais. Moi, je n'appelle pas ça les préliminaires, mais c'est le directeur adjoint du centre d'études. C'est un début indéniable, si vous voulez. Quand on observe le front depuis plus d'1 an, il n'y a pas eu d'attaque de ce côté-là. Et là, l'attaque, elle est sur plusieurs centaines de kilomètres. Et alors, moi, il y a une notion qui est très importante, en fait, au niveau de la tactique, c'est que, je me rappelle, mon camarade Jean-Paul Poloméros, qui vient souvent sur ce plateau, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, je lui avais succédé en Bosnie. Et avant les accords de Dayton, c'était quand même assez chaud dans le cas de la FRR, Force de réaction rapide franco-britannique. Et il m'avait dit, tu sais, c'est une place comme ça, t'as un endroit où... Pousse le bouchon. Et tant qu'on t'arrête pas, tu pousses. Et en fait, ça m'avait marqué, en fait, parce que lui, il avait cette expérience de 4 mois sur le terrain, et je lui succédais à ce moment-là. Et c'est vrai, pendant la guerre, comme ça, vous arrivez à un endroit, et puis vous êtes face à une menace, et puis vous avancez, et tant qu'on ne vous arrête pas, vous avancez. Et en fait, parfois, les guerres se passent comme ça, en fait. Et c'est possible aussi une des tactiques, ce qu'on a évoqué plusieurs fois avec des experts militaires, c'est que vous attaquez à plusieurs endroits, et puis vous voyez, là où ça avance, et tant que ça avance, vous avancez. Mais ce que je ne comprends pas, c'est dans la phrase de notre directeur adjoint, à l'instant, il dit il faut forcer la Russie à révéler ses positions et ses stratégies. Mais on sait où ils sont, les Russes. Ah, non, attention. Non, mais je vous écoute, Bernard. Attention, on sait où il y a des Russes. Je vais avoir une déco, là. On sait là où il y a des Russes, mais on ne sait pas le niveau d'armement, le niveau de préparation, le niveau de résistance. De résistance, voilà. Ça, c'est important. Exactement. Et d'où l'intérêt de sonder en plusieurs points. On les voit bien sur votre carte. Là, il y a 3 flèches bleues. D'autres cartes indiquent plutôt 4 ou 5 points de tentative de pénétration ou de pénétration réussie, mais modeste. 1400 mètres, c'est quand même pas la percée fantastique. Mais là, ils sont en train de sonder, à la fois d'affoler les Russes et de sonder. Et comme le dit très justement Bernard, si vous voulez, c'est que quand vous connaissez la position, vous voyez à peu près le nombre de soldats, mais vous ne connaissez pas leur motivation, leur entraînement, leur armement, leurs équipements, et donc là où il y a les forces spéciales et là où il n'y a pas les forces spéciales. Il n'y a pas de forces spéciales, et donc vous avancez, et puis vous poussez ce fameux bouchon le plus loin possible, et puis après, tout d'un coup, ça devient une offensive majeure. La leçon du bouchon. Vous l'avez retenu. On pousse le bouchon le plus loin possible avec ses hommes. Absolument. Et on va le plus loin possible. Absolument. Et si on ne va pas, on se retire et on va ailleurs éventuellement. Exactement. Et c'est ça les coups de sonde. Ouais. J'ai bien compris. Tout à fait. J'ai bien compris. Très simple en fait. Très vous êtes reçu à l'école de guerre. Mais peut-être faire. Après, vous ne pensiez pas que c'est une petite coquette pour dire non, en fait, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller.
Mais ils savent. Ouais. Alors, en tout cas, nous, ce qu'on sait, ce qu'on voit, c'est que Poutine, après avoir quand même confirmé la contre-offensive, avant même que Zelensky n'en parle d'ailleurs, 24 heures avant, sinon on ne comprend pas très bien quelle est sa réaction. Est-ce qu'il est très mobilisé sur ces opérations ukrainiennes ou est-ce qu'il s'y intéresse assez peu, faute d'informations, faute de sensibilité à la menace? Jérôme Garraud, vous êtes à Moscou pour TF1 LCI. Vous-même, comment vous interprétez aujourd'hui les réactions russes? Ouais, bonjour Elisabeth, vous avez en réalité deux types de réactions. Tout d'abord, les officiels, l'état-major russe qui affiche une certaine confiance en répétant que l'armée russe tient bon et que la contre-offensive ukrainienne a mal démarré. Ce week-end d'ailleurs, sur les télévisions russes, on voyait tourner ces images de blindés, de chars occidentaux détruits. Et d'un autre côté, on constate à Moscou tout du moins que les Russes ne sont pas scotchés aux nouvelles de la contre-offensive. Pour tout vous dire, là on est un jour férié aujourd'hui, le jour de la Fédération. C'est un week-end prolongé, en plus il fait beau, donc vous avez des centaines de Russes dans les rues, dans les parcs en train de se promener en famille, en train de prendre un verre en terrasse. On ne se sent pas du tout dans un pays en guerre. Alors on est à Moscou, qui est une bulle, c'est un endroit à part, très particulier en Russie, mais quand même, quand on parle un petit peu avec les gens, quand on les interroge sur cette contre-offensive, bon, vous avez une certaine indifférence, ou alors on nous répond qu'on n'a pas trop regardé la télévision ou les journaux, mais qu'on soutient les soldats qui défendent le pays, ce genre de choses, mais on n'entre pas dans les détails en réalité. Ici, quand vous êtes à Moscou, vous n'avez pas le sentiment que les heures qui viennent sont cruciales pour la suite de la guerre, pas du tout. Très intéressant. Merci beaucoup, Jérôme Garraud. À Moscou pour TF1 LCI. À très vite, j'espère, dans le temps de l'info. Comment vous comprenez ça, Thierry? Alors, il y a deux possibilités, enfin, d'autres possibilités, mais les deux que je vois en tout cas sont les suivantes. C'est que la première, il y a afficher de la sérénité, tout va bien, donc côté placide, voilà, c'est la guerre, mais vous inquiétez pas, on fait face et on y arrivera. Et la preuve, les communiqués prouvent qu'on lutte contre la contre-offensive. Je parle de Poutine là, donc vous voyez, il est dans un stade là, il continue quoi, business as usual, si je puis dire, en tant que président. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, qui à mon avis n'est pas forcément contradictoire, et on l'avait vu d'ailleurs dans d'autres réactions, dans d'autres absences de réactions, je dirais plutôt, en ce qui concerne Poutine. Il y a eu les drones qui sont tombés sur les quartiers résidentiels de Moscou il y a quelques semaines, il y a 10 jours, je crois, grosso modo, où finalement il avait minimisé la chose. Alors, c'est une autre explication, c'est-à-dire que Poutine est vraiment dans une guerre de civilisation et que finalement, ces petites choses du terrain, c'est pas le problème pour lui. Lui, il voit beaucoup plus vastement, et donc il est dans cette idée-là. Et le côté militaire, si je puis dire, en tout cas terrain, ne l'atteint pas vraiment et ne le concerne pas vraiment parce qu'il pense que de toute façon, il a l'histoire pour lui et qu'il est dans une guerre de civilisation et qu'il gagnera cette guerre de civilisation. Voilà. Donc une espèce de récit. Il sous-estime. Non, c'est pas qu'il sous-estime. Il est ailleurs. C'est pas qu'il sous-estime, c'est qu'il est dans une autre réalité, si vous voulez, je pourrais dire, que la réalité du terrain. Je ne sais pas si mais ça veut dire qu'il est un peu à côté de la plaque, Poutine, non soyons clairs. Mais voilà. Bernard. Écoutez, moi, mon sentiment, c'est que cet homme est ailleurs. Pour rester... Il est ailleurs. Complètement. Enfin, écoutez, son pays, ou plutôt ses armées, sont sous la pression d'une contre-offensive ukrainienne, se joue dans cette contre-offensive ukrainienne le sort de cette guerre pour Vladimir Poutine, donc son sort personnel, le sort de la Russie, et il est là. Mais, il en a parlé quand même. Il a dit il y a une contre-offensive. Mais bien sûr, il en a parlé, mais pour dire quoi? Enfin, je serais russe, je me dirais, mais c'est ça mon commandant en chef? C'est ça mon commandant en chef? Mais où est-il? Mais qu'est-ce que c'est? Pardonnez-moi, j'allais être très vulgaire. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Qu'est-ce que c'est que ce mec? Mais regardez, et la réaction de la population, parce que, excusez-moi, quand Jérôme Garraud, il a dit que des gens sont sortis dans la rue comme si rien n'était, il y a deux solutions pour moi. Soit ils pensent que notre parent Poutine va nous protéger, tout va bien, tout sous le contrôle, comme il a dit, parce que contre-offensive, c'est pas réussi de son point de vue. Ou deuxième chose, ils s'en foutent totalement. Ils pensent que c'est pas du tout leur business, c'est pas du tout leur affaire. Ils ont eu des coups de sonde. Alors pour le coup, on parle beaucoup de sonde, mais quand même, ces drones qui sont arrivés par 2 fois jusqu'à Moscou a pu leur faire toucher du doigt le fait qu'ils n'étaient pas totalement invulnérables. Et pourtant, c'est qu'on ne sent pas la population russe, en tout cas celle de Moscou, mobilisée
dans un soutien à cette guerre. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Et d'ailleurs, à Belgorod, la population russe, qui elle est touchée et continue de l'être, elles se sont abandonnées. Oui, elles se sont abandonnées, elles. C'est intéressant. Moi, j'ai souvent plaidé ici le côté surréalité dans lequel est Poutine, totalement surréalité. Il n'est pas dans la même dimension que nous, si je puis dire. Nous, on est dans une dimension très particulière, on est un studio. Enfin, je parle de dimension du terrain, en tout cas. Donc, je pense que ça compte aussi beaucoup. Et ça compte aussi sur la population, dans une certaine mesure. Même si la propagande est considérable, puisque, comme on le sait, la télévision russe bombarde, si je puis dire, au sens informationnel du terme, la population de nouvelles, de choses, de craintes, etc. Est-ce que c'est possible de dire si il sous-estime facialement cette contre-offensive pour ne pas lui donner trop d'importance? J'en reviens à ce que je disais, la sérénité. Ou est-ce qu'il la sous-estime tout court parce qu'il y a côté de la plaque? Il y a deux alternatives, c'est sérénité ou surréalité, dans une certaine mesure. On ne sait pas trancher. Non, pour rebondir sur ce que dit Thierry, je crois que si Poutine acceptait de se mettre dans la réalité, il n'aurait plus qu'à démissionner ou se faire harakiri. Parce que soyons sérieux. Enfin, écoutez, c'est un échec politique, militaire, économique, historique. Pas diplomatique, comme souvent Thierry nous le dit. Pas diplomatique. Il n'est pas seul. Non. Mais non, mais pas seul, bien sûr. Il n'est pas seul, il y a des pays qui sont derrière la Russie. Pendant la guerre froide, personne n'était seul, ni les Occidentaux, ni les Soviétiques, aucun camp. Il y avait aussi les non-alignés, de même qu'aujourd'hui, il y a le Sud global, comme on dit, etc. Non, mais écoutez, sérieusement parlant, véritablement, la position de Vladimir Poutine, ou plutôt la position dans laquelle Vladimir Poutine a mis la Russie, est lamentable, absolument consternante. Juste Marion Villette me dit à l'oreille à propos de soutien Kim Jong-un à l'occasion, Kim Jong-un, il ne fait plus, le numéro 1 nord-coréen, à l'occasion de la journée de la Russie, il vient de dire à quel point Poutine était un ami. Donc avec des soutiens comme ça. Mais quand même, il y en a d'autres. Là, je plaisante, mais il y en a d'autres, et pas des moindres. Qui sont neutres, soi-disant neutres, et qui en vérité sont... Il a quand même la possibilité, mais enfin, on ne va pas ouvrir ce chapitre maintenant, de se dire qu'il n'est pas seul et qu'il n'a pas tout perdu quand il regarde qui il soutient. Non, bien sûr, oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il est calme. Mais c'est pas parce qu'il a des soutiens qu'il n'a pas perdu. Il a des soutiens, mais il perd. Oui, lui, il n'a pas du tout. Il est dans le déni. Excusez-moi, il a raison, Bernard. Il perd ses objectifs. Qu'est-ce qui était l'objectif initial? Excusez-moi, revenons pour qu'on comprenne s'il a perdu vraiment. C'est, excusez-moi, on envahit l'Ukraine pour que l'Ukraine reste dans notre camp. Ce qui s'est passé, c'est que l'invasion a raté et que du fait, l'Ukraine va venir membre de l'OTAN et de l'Union européenne dans quelques années. Donc voilà, en tout cas sur ce plan précis, stratégique, qui était sa stratégie à lui, il est en échec total. Et on peut ajouter, Thierry, que 2 pays neutres ont rejoint l'OTAN, etc. Voilà, la Suède et la Finlande. Il a provoqué l'envers. Il a ressoudé le camp occidental. Donc finalement, de ce côté-là, il a beaucoup perdu quand même. Sur tous les plans. Tous les plans. Il n'y a pas un plan où il a gagné. Et pourquoi alors il est calme? Mais parce qu'il pense qu'il est dans une... Excusez-moi, là je reviens à ce que je disais, je pense qu'il est dans une guerre de civilisation et qu'il est convaincu qu'il a l'histoire, le temps pour lui et que, après tout... Vous lui faites trop d'honneur. Vous lui donnez beaucoup trop de rationalité. Je crois vraiment qu'il est simplement ailleurs. Oui, bon, enfin, voilà. Général ? Oui, non, mais je confirme tout à fait ce qui a été dit par Bernard et Thierry. Effectivement, tous ces objectifs, c'est l'inverse de ce qui s'est passé. Il voulait que l'OTAN disparaisse. L'OTAN n'a jamais été autant, entre guillemets, à la mode. Et en tout cas, autant les Occidentaux, maintenant, réinvestissent, se réarment pour avoir une réponse ad hoc si besoin. 2 pays neutres qui veulent rejoindre l'OTAN, dont un, ça y est, qui a déjà rejoint l'OTAN. L'Ukraine, qui était un pays, quand même, il y avait quand même des pro-russes, des pro-ukrainiens. Maintenant, il n'y a plus que des pro-ukrainiens, pardon. C'est-à-dire que l'Ukraine, maintenant, a un pays que les gens ne connaissaient pas très bien, à tort d'ailleurs. Est devenu le centre du monde. Est devenu le centre du monde. Tout se passe là-bas. Et puis moi, je pense qu'il y a une chose qu'on oublie, c'est que si Poutine perd cette guerre, c'est la Fédération de Russie qui est en danger. Alors nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, lui en tout cas, n'a pas le sentiment d'avoir perdu la guerre. Elisabeth, il y a un petit élément qu'on peut ajouter, excusez-moi, c'est la prospective et j'en sais rien, mais l'autre jour, il y avait Régis Danté, que vous connaissez bien, qui est un journaliste qui est un journaliste de RFI qui est en Géorgie. Rappelez, et ça m'a fait tilt dans ma tête, que pendant la guerre, Mussolini a eu des grands moments de déprime, Eh bien, on ne peut pas non plus
Tout à Ah, fait. vous pensez qu'il est éliminer déprimé que Poutine a des moments de déprime et que finalement il ne sait pas quoi faire parce qu'il est D'où déprimé. cette impression de flottement. Voilà, exactement. C'est un zombie. Enfin, quand on le regarde, c'est un zombie. Voilà, donc on peut... Alors, c'est un zombie, mais on a beaucoup dit, vous savez, Bernard Guetta, il est malade, rappelez-vous, Ça, toutes c'est les vrai, supputations sur sa maladie, parce qu'il a pris de la cortisone, parce qu'il a pas l'air bien. Bon, en réalité, il n'est pas malade, manifestement. Enfin, en tout cas, il est là. Non, mais Ouais. plus d'1 an après le début de la guerre, il est toujours là. Oui. Et il est toujours là, il n'a pas l'air d'être déstabilisé par sa classe politique. Alors, flottement, vous pensez qu'il flotte parce qu'il peut avoir des coups de petite déprime, quoi, des coups de déprime. En tout cas, qu'il ne sait plus quoi dire ni faire. En tout cas, les Ukrainiens, eux, se délectent. Un humain, juste, il ne faut pas oublier, il reste un humain. Oui, absolument. Un Ça, c'est vrai, c'est un être humain, excusez-moi. Un Donc être il a humain. des réactions, il a des réactions humaines, c'est pas non plus un robot. Hein. Ouais.